Bonjour. Donc la salle s'est vidée d'un seul coup. J'espère qu'ils vont arriver. Je voulais donc enchaîner. Donc on vient d'avoir une communication sur le design et les designers et leur rapport effectivement dans la conception et dans notamment les usages. Donc on va effectivement avoir une communication qui semble dire à peu près la même chose. Mais je vais essayer de me différencier. D'abord, je vais vous présenter donc qui nous sommes, donc Ergonova, un cabinet d'ergonomie, et vous présenter comment effectivement les démarches que nous proposons aux entreprises peuvent, comme le dit l'intitulé de la communication, en tout cas, créer de la valeur et créer de la qualité d'usage. On produit effectivement du coup de l'innovation et des performances. Vous voyez qu'il y a un S à la performance. Voilà. Alors très très rapidement, Ergonova, c'est un cabinet uniquement d'ergonomie qui a été créé en 2005 dans un très fort partenariat avec Airbus sur Toulouse. Et les dirigeants étaient des ergonomes internes de Toulouse il y a 18 ans maintenant. Et de 4 collaborateurs, nous sommes aujourd'hui 44 basés sur les unités que vous voyez là. Donc avec effectivement une évolution importante tant en nombre de clients, hein, on est passé de 10 clients à 800, un chiffre d'affaires qui évolue, et le nombre de collaborateurs de la même façon qui évolue avec des agences qui évoluent. Des modalités de contractualisation avec les entreprises sont de 3 niveaux. Soit on est en régie, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs à plein temps qui sont dans les entreprises, plutôt effectivement des grands comptes, soit à travers des contrats cadres, soit à la mission, sur des objets, des projets, pour traiter effectivement des éléments d'usage, d'innovation, en l'occurrence. Donc une diversité de clients qui forcément les agences s'étant développées sur les territoires, petit à petit on est sorti effectivement uniquement du monde industriel et de l'aéronautique, et donc on s'est implanté aussi dans l'agroalimentaire, dans la banque, dans le tertiaire, notamment sur Paris, et sur les grandes assurances par exemple sur Niort, étant donné que moi je suis le responsable de l'unité de Poitiers. Donc très simplement, que fait un ergonome? Il pose bien évidemment un diagnostic, il vient orienter des décisions et il accompagne des transformations. Et l'ergonomie, elle a effectivement cette vocation de créer de la connaissance sur le travail, parce que notre objet d'analyse, c'est la question du travail, pour que cette connaissance puisse servir notamment les décideurs, les comités de pilotage, les comités d'entreprise, à prendre les bonnes décisions. Donc, un peu comme le disaient les designers juste avant, l'objectif, c'est d'intervenir le plus tôt possible, parce que plus tôt on produit de la connaissance, plus tôt effectivement les décideurs peuvent prendre les bonnes décisions au bon moment. Le travail, il se trouve partout, et donc du coup, nos domaines d'intervention sont très variés. On peut effectivement aider à agrandir une usine, on peut aider à construire une usine, hein, mes dirigeants, il y a 18 ans, ont aidé à construire le hall de fabrication de la 380, et donc on accompagné effectivement Airbus dans ce projet-là. Mais moi, je viens de faire une mairie sur mon territoire, on a fait un siège social du Crédit Agricole, enfin voilà, donc il y a différents éléments. Donc le travail comme analyse pour alimenter effectivement la réflexion des concepteurs, que sont les architectes et les maîtres d'ouvrage, pour qu'ils prennent effectivement les bonnes décisions et qu'ils rédigent des bons programmes. Mais donc ça se traduit également dans des lignes de production, des process, des organisations du travail, du management du travail. Donc ça, c'est plutôt une porte d'entrée via les projets. Et puis, bien évidemment, il se produit des fois que le travail produit des effets plutôt négatifs, et donc va produire de la pénibilité, produire de la maladie, des TMS, des RPS, ou des fois du handicap même, et du maintien en emploi de personnes. Et donc, il faut rentrer par cette porte d'entrée de l'homme et de la santé pour venir corriger des éléments. Donc, à travers ces deux axes, on se rend compte qu'on fait soit de l'ergonomie de correction, soit de l'ergonomie de conception. Alors, juste quelques illustrations rapides de en quoi nos démarches permettent effectivement ces facteurs d'innovation. Donc, vous savez tous, j'imagine,
ou à peu près toutes les briques que compose l'usine du futur. Bien évidemment, on peut pas nous intervenir sur tout. C'est pas, il y a certains domaines qui sont pas les nôtres, mais il y en a une partie quand même où le travail s'exprime et où on a effectivement vocation à intervenir. Alors, on a par exemple un des axes qui est intéressant sur l'organisation du travail, qui est le cœur de notre métier, et notamment sur la question des organisations apprenantes. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir traiter souvent des problématiques de savoir-faire métier d'une population vieillissante. Là, c'est un exemple que je vous donne qui s'est fait dans le produit du luxe, de l'habillement de luxe, d'identifier effectivement toutes les compétences qui sont incorporées par des collaborateurs. Donc c'est ça qui est difficile souvent à extraire, c'est comment on vient capter effectivement toutes ces compétences intégrées depuis de nombreuses années, souvent bien évidemment non verbalisées, qui se traduisent par des savoir-faire pratiques. Donc l'idée c'est de pouvoir les extraire. Ensuite, ça va avoir des enjeux très importants sur la stabilité des savoir-faire, sur le fait de pouvoir réduire des délais de formation, de répondre à des pics de charge et de développer la polyvalence. Donc ça, on l'a mis en place chez Airbus, notre client principal, à travers des salles training, donc où on a effectivement analysé les exigences du travail. On a pu définir le contenu de ce qui était à enseigner, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. On a pu développer une formation au plus près des situations de travail en recréant soit effectivement par des espaces réels d'entraînement avec des objets réels de travail, soit à travers effectivement de la simulation numérique, comme vous le voyez à travers les images, et un certain nombre de sessions ont été mises en place. On a essayé de mesurer ce que ça produit. Ça produit effectivement déjà un taux de réussite des opérations, donc à fort enjeu qualité, qui sont largement supérieurs que quand on suit une formation lambda. Ça réduit effectivement de la non-qualité et ça améliore effectivement la productivité d'un certain nombre avec des OF plus importants notamment. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, le digital est de plus en plus présent et les fiches d'instruction métier ou les gammes de travail sont également des éléments importants. Et l'ergonomie ne s'intéresse pas qu'aux biomécaniques ou aux gestes, et va s'intéresser bien évidemment au traitement de l'information par les opérateurs. C'est-à-dire qu'avant de faire un geste, on a un cerveau qui fonctionne, qui traite des informations et qui vient effectivement permettre de réaliser un ensemble d'opérations, d'actions qui ont été décidées par l'ensemble des informations qu'on a traitées. À l'intérieur d'une gamme de travail, on a beaucoup d'informations à traiter et on s'est rendu compte effectivement avec les différentes expériences qu'on a eues autour de ce sujet-là que les gammes papier ou les différentes formes de gamme de travail qui existaient généraient des interprétations assez fréquentes, récurrentes des opérateurs dans ce qu'il y avait précisément à faire, dans l'ordre dans lequel il fallait les faire, et que ça pouvait produire de la non-qualité. Et donc de travailler effectivement sur ces gammes de travail, de faire en sorte qu'un objet soit séquencé, soit à la main aussi de l'opérateur, dans le sens où il peut revenir en arrière librement, zoomer sur des éléments, revoir une photo quand il y a des photos embarquées ou une vidéo, a permis effectivement d'avoir des apports importants sur la compréhension de la gamme de travail et donc par la suite effectivement de la réalisation du travail en lui-même. Un autre élément, c'est de pouvoir travailler les simulations des flux et les organisations de la production. Donc ça, c'est un des axes effectivement aussi, ou des briques qui se retrouvent dans les briques de l'usine du futur. Donc, comment mieux organiser effectivement tout ce qui est production en ligne des entreprises avec des forts process. Comment optimiser des taux de charge au poste, donc les équilibrages. Souvent, on se rend compte qu'il y a de forts déséquilibres dans les collectifs de travail. Éviter des goulots d'étranglement et puis maîtriser un certain nombre de risques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner, réorganiser des ateliers en intégrant la simulation du travail. Donc, les designers l'ont évoqué aussi juste avant. L'idée, c'est vraiment d'embarquer des outils de simulation. Et ces outils de simulation, ils sont très divers. Alors, ils sont pas aussi sophistiqués, aussi beaux que les designers, parce que les designers savent très bien dessiner. Nous, on sait moins bien dessiner.
mais on utilise des plans, des maquettes carton, de la réalité virtuelle aussi, de la 2D, de la 3D. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, avec les opérateurs et les groupes de travail, les démarches ergonomiques sont des démarches fortement participatives. On va effectivement associer les acteurs nécessaires à la projection du travail futur, et on rajoute même des fois le travail futur probable. On sait qu'il y a des variabilités dans le travail, et l'idée, c'est d'être en capacité d'identifier, alors que les situations n'existent pas, ce qui va probablement aussi se passer dans le futur. Et donc, c'est à travers ces simulations-là, et donc c'est pas simplement pour regarder la machine, où sont les boutons, c'est vraiment pour réaliser le travail, c'est vraiment pour se projeter et avoir des scénarios d'utilisation, effectivement, de la gamme que l'on veut réaliser. Et l'exemple le plus fou qu'on a eu à traiter, c'est chez Airbus. Ils ont reproduit un accès d'assemblage d'une aile d'avion à son fuselage avec une maquette qui faisait 8 mètres de haut sur 10 mètres de long en bois. Donc la maquette valait cher, mais par contre, elle a permis de produire et d'anticiper effectivement beaucoup d'éléments sur les moyens nécessaires, sur les accès nécessaires, sur les problématiques de déplacement des moyens à l'intérieur. Enfin, voilà, on a pu anticiper beaucoup de problématiques futures à venir. Alors, en quoi on produit de la performance? Déjà, il y a quelques éléments qui ont été évoqués là, mais des fois, on arrive à la mesurer aussi. Donc, comme je le disais juste avant, vous savez qu'entre le travail prescrit et le travail réel, il y a effectivement une différence assez forte qui se produit parce que le travail est rempli de variabilité. L'homme est variable, la matière première que les opérateurs travaillent est variable, les organisations du travail sont variables, et tous ces éléments, même si on veut les maîtriser, il y a toujours effectivement de la variabilité qui existe. Et face à cette variabilité, il y a effectivement des régulations individuelles ou collectives qui se mettent en place par les collectifs de travail. Et donc, c'est le travail réel et c'est ce qu'on observe. Et donc, quand on est dans un projet et une démarche ergonomique projective, l'idée, c'est de se dire, on veut concevoir un futur prescrit, mais on veut effectivement aussi pouvoir identifier notamment le probable, c'est-à-dire le réel futur qui va se passer. Et donc, c'est comment on arrive à passer du diagnostic au pronostic. Et dans ces simulations que l'on fait, on a identifié que il y avait de nombreuses performances que l'on crée, en fait. Alors, on en crée à plusieurs niveaux. On en crée sur les projets en eux-mêmes, c'est-à-dire sur la structuration des projets, où la dimension participative, elle n'est pas que de convoquer des opérateurs dans des groupes de travail, elle est aussi de convoquer les bonnes compétences dans un groupe projet, elle est aussi de convoquer le comité de pilotage avec ses bonnes dimensions. L'analyse ergonomique est une analyse systémique qui va faire effectivement le lien avec tous les enjeux de l'entreprise. On peut avoir des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux de production, des enjeux de qualité, des enjeux d'évolution. Et donc tous ces éléments-là sont traités en même temps. Et donc on ne peut pas les traiter avec une seule personne, mais il faut composer effectivement les structurations de projet, donc les plus adéquates pour prendre les bonnes décisions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les projets, on vient produire de la connaissance. Et donc, on amène de la connaissance à ces décideurs qui vont permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment, d'orienter, de décider, de faire, de pas faire. Voilà. Et donc, on intègre ces enjeux systémiques par l'analyse, ces enjeux stratégiques par l'analyse systémique qu'on a évoquée. Et puis, dans les projets, on produit effectivement de la performance organisationnelle parce qu'on a testé cette organisation. On part d'un existant, on veut aller vers une cible, mais on fait des scénarios pour tester effectivement ces organisations. On a identifié qu'on avait beaucoup, quand on était dans des productions de produits comme dans l'agroalimentaire, beaucoup de gains matière dans les modifications de ce qu'on entraînait. On a identifié que on amenait effectivement de la prévention et voire même de la construction de la santé à travers nos démarches, qu'on permettait effectivement bien souvent le développement des compétences, le renforcement des collectifs de travail, la consolidation, voire l'amélioration du dialogue social dans les entreprises. Alors, c'est pas facile à chiffrer, mais il n'empêche que c'est des constats qu'on fait et qui relèvent de la performance sociale pour nous. Et puis surtout, on a des conduites du changement qui sont facilitées par l'ensemble de ces démarches. Je termine juste avec des illustrations. Alors,
Voilà, donc là, c'était à travers effectivement un projet de formation sur les troubles musculo-squelettiques, où on a fait une formation-action avec une société qui produisait effectivement des saucissons et des andouilles, hein, ça paraît bête, mais on a eu des gains de productivité, des gains sur des consommables, des diminutions des rebuts, faciliter effectivement la gestion des promotions liées à l'organisation qu'on a mis en place. Je crois qu'il faut que j'arrête. Donc la meilleure des illustrations, c'est sans doute celle-ci. Alors, elle est sans doute exceptionnelle hein, du fait, mais la participation et le partenariat qu'on a avec Airbus depuis 20 ans, quasiment 18 ans, se traduit sur les axes que vous voyez identifiés. Et aujourd'hui, c'est 20 000 heures vendues par an à Airbus, c'est-à-dire qu'on a 12 équivalents temps plein de collaborateurs qui produisent effectivement des innovations et de la performance pour l'entreprise. Et ça, c'est transposable dans une grande entreprise comme dans une petite entreprise. Je vous remercie de votre attention.